Tout d'abord, un grand merci à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées de permettre à l'API, donc à Claire Puy-Barré-Bataille, qui est présidente du conseil scientifique de l'API, et moi-même, président de l'API, de pouvoir réagir à tout ce travail assez immense. On le mesure vraiment, de grande qualité. Et on tient vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont œuvré à ce rapport. Voilà, de grande qualité. Cela dit, l'API est généralement assez directe. Et donc, on ne va pas manquer, à notre position habituelle. On vous propose donc de réagir à deux voix, donc avec Claire et moi. En essayant de ne pas trop paraphraser finalement des choses qui ont déjà été dites et rappelées par Bruno. On vous parlera à la fois des points qui nous ont semblé vraiment très positifs et qui, je pense, emportent l'adhésion d'une façon vraiment très, très générale, de points qui nous étonnent et aussi de points sur lesquels on n'est pas d'accord, du tout d'accord. Et peut-être aussi en troisième partie, de points qui manqueraient ou de points en tout cas qui mériteraient des approfondissements. Alors, je commence tout de suite par ce qui est positif, qui emporte l'adhésion. Bruno, tu l'as redit tout à l'heure. Vraiment, la façon dont vous avez amené un développement sur à la fois les neurosciences, la psychanalyse, on a vraiment trouvé ça très, très équilibré. De mettre en avant aussi la nécessité que le pédopsychiatre puisse garder une activité psychothérapeutique, limitée certes, mais quand même. De rappeler que la décision médicale repose sur un trépied, à la fois la question statistique, épidémiologique, l'expérience du clinicien face à la singularité du patient et de sa famille, et aussi bien sûr des préférences du patient ou de la famille. On a trouvé aussi que la question de rester humble face au risque du scientisme était quelque chose d'important, que développer la complexité du travail avec les familles, ce mot de complexité est très important pour nous, l'importance de la guidance familiale et le continuum entre bien et maltraitance qui peut interférer dans ce travail clinique. Relativiser le caractère de vérité définitive du diagnostic qui évolue en fonction du développement de l'enfant, avec l'impact qui peut être positif du diagnostic précoce, mais aussi négatif quand ça devient une prophétie autoréalisatrice. D'avoir systématiquement une vision globale du soin face à une organisation du soin où, il faut le reconnaître quand même aujourd'hui dans les appels à projets, la vision en filière est bien plus valorisée et il ne faut pas perdre de vue vraiment que en psychiatrie, en pédopsychiatrie, le trouble isolé c'est quand même l'exception. On est quand même face à des troubles la plupart du temps complexes, voire très complexes, donc avec une association de comorbidités. Voilà, et pas oublier quand même qu'il peut y avoir une tendance assez délétère, assez excessive à une surspécialisation qui va nuire à l'adaptabilité des professionnels dans les équipes. Nous avons trouvé remarquable de pointer que les unités de crise et d'urgence sont engorgées du fait du sous-équipement des structures ambulatoires et que les équipes mobiles, qui sont souvent présentées comme une solution, ne sont que des services d'appoint qui doivent rester en relation avec les CMP. Que les centres experts s'engagent dans le soin, ça nous paraît essentiel. D'aborder la nécessité d'une tarification plus appropriée des activités cliniques et non cliniques et de diminuer le temps passé aux tâches administratives, qui nous pèsent beaucoup. Et enfin, de parler de la question du sens du métier sous différents angles, les rémunérations, la liberté de penser, les formations, la réflexion clinique, et de l'importance d'avoir les moyens de prodiguer des soins au minimum acceptables. Enfin, d'aborder la nécessité de revaloriser les métiers paramédicaux.
Alors, du côté des points qui nous ont un petit peu étonnés jusqu'à ce qu'on ne soit pas du tout d'accord, concernant la formation des pédopsychiatres, qui est écrite de meilleure qualité, bon, c'est hétérogène. On dirait plutôt ça comme ça. Voilà, en tout cas, on se demande sur quels critères, finalement, ça a pu être pointé, ça, que c'était de meilleure qualité. On pourrait dire qu'elle est, enfin en tout cas c'est notre sentiment, assez variable, peut-être d'un territoire, d'une région, d'une université à une autre. C'est peut-être dû, en partie en tout cas, au manque de PUPH. Et peut-être que ça, on aurait voulu que ça soit plus marqué, ce manque-là, et la nécessité qu'il y en ait davantage. Que la qualité de cette formation est aussi fonction de la pluralité des types de stages choisis au cours de l'internat. Unité spécialisée, unité généraliste, c'est quand même pas du tout la même chose. On ne se forme pas de la même façon, et il faut pouvoir avoir une diversité. Voilà. Alors peut-être que la nouvelle maquette palliera justement voilà, à je dirais des cursus qui seraient un petit peu trop homogènes. À suivre donc. Que cette qualité la formation est quand même plus restreinte du côté de la pratique psychodynamique, qui nous semble quand même encore très, très importante. Que cette formation gagnerait aussi en termes qualitativement, en termes d'expérience à la coordination des soins, et si plusieurs stages en secteur de pédopsychiatrie publique, généraliste, où se passe, c'est quand même le lieu de la coordination. Si ces stages étaient rendus obligatoires dans une évolution de la maquette, on pourrait trouver que ça soit quelque chose d'intéressant. Alors, la question des pédopsychologues, de savoir s'ils pourraient suppléer à la démédicalisation, c'est une question qui nous paraît tout à fait utile, mais que ça nécessite un chantier immense au niveau de la formation universitaire, de la rémunération, de la place hiérarchique que ce projet impose de redéfinir. Et donc, enfin, Bruno Falissard l'a redit tout à l'heure, mais ça implique d'impliquer l'ensemble des représentants de l'accueil de l'actuel métier de psychologue. Il y a un point qui nous a étonnés, c'est le point de la recertification périodique qui serait souhaitée par de nombreux soignants. On n'a pas ce sentiment-là, du fait que leur diplôme, leur qualification nécessite d'être questionnés. On se demandait un petit peu comment venait cette idée. Et il nous semblait plutôt qu'il s'agissait de ce qu'on en voit autour de nous, d'une demande de formation qui ne sont pas toujours celles proposées ou acceptées par les établissements. Alors, pour aller plus loin dans notre étonnement, et là où on n'est pas forcément d'accord, ou là où on aurait écrit les choses en tout cas de façon assez différente, concernant la e-santé. Alors bien sûr, c'est très précieux. On l'a beaucoup utilisé, notamment avec les visios. Donc des apports qui sont incontestables. Et en même temps, très clairement, à l'échelle de l'histoire de cette e-santé, il y a quand même des choses qui sont quand même très inquiétantes. Il y a déjà, par endroits, c'est peut-être isolé, mais quand même, une pédopsychiatrie au rabais, avec des réponses stéréotypées extrêmement courtes, peu pensées. Alors même qu'on sait très bien qu'il y a des enjeux financiers sous-jacents immenses, des marchés extraordinaires. Donc les dérives sont déjà là, et il faut les pointer. Et il nous semble vraiment important de pouvoir réguler de façon très sérieuse, très rigoureuse, cette e-santé très chouette, assez fascinante, mais tout en continuant vraiment à valoriser une clinique d'une rencontre suffisamment consistante. Ah non, c'est toujours à moi. Concernant les niveaux de soins, tu en as parlé, Bruno, tout à l'heure. Alors, je ne sais plus où tu es toujours là. Si. Alors, s'il est intéressant d'enrichir la lecture de ces différents niveaux de spécialisation et de densité de soins, parce qu'on est bien d'accord, 1, 2, 3, c'est pas suffisant. En termes de lecture, on trouve ça vraiment intéressant. Cela dit, il nous semble vraiment hasardeux d'associer chaque niveau de soins à un type de structure et d'associer ça de façon trop rigide. Il faut nous servir de l'expérience des MDA
Très clairement, si on regarde les MDA en France, elles sont situées entre le niveau 1 et le niveau 3. Et à l'intérieur même du MDA, il peut se passer des choses très différentes. Expérience qui montre qu'on ne peut pas faire correspondre de façon systématique un type d'unité et un niveau donné. Les CMP aussi, bien sûr essentiellement dans le niveau 2, peuvent aussi participer au niveau 1 en matière de prévention, et c'est important, mais aussi au niveau 3, dans certains CMP qui ont des consultations très spécialisées, ils sont intégrés. Et puis, tu l'as rappelé tout à l'heure, la riche réalité et grande diversité de ce qui se passe au niveau des territoires français nous montre l'importance de respecter suffisamment les histoires et les montages locaux. Alors, concernant la création des maisons de la famille et des enfants, alors je ne sais pas comment on dit, maison de l'enfance et de la famille, des familles et des enfants. Bon. Alors là, on est assez en désaccord. Pourquoi ? En désaccord, en tout cas, de créer une structure qui, justement, serait pile poil au niveau 1B, qui existe déjà, finalement, ce niveau 1B, mais réparti d'une façon peut-être pas assez claire. On y voit dans cette proposition une forme de module qu'on pourrait reproduire, généraliser sur tout le territoire français. C'est extrêmement séduisant et politiquement, ça marche ce genre de choses et c'est ce qu'on nous demande. C'est donnez-nous finalement quelque chose d'innovant qu'on pourrait reproduire un peu partout. Or, on ne peut pas reproduire les choses de la même façon dans le 6e arrondissement et dans le Cantal. Donc c'est une bonne idée en apparence sur le papier qui peut être pertinente, on n'en doute pas, sur un certain nombre de territoires, mais qui serait artificielle et inadaptée dans bien d'autres, quand on sait qu'il y a déjà plus de professionnels. Ça serait aussi, dans bon nombre d'endroits, une couche de plus dans un millefeuille déjà illisible. Et puis ça serait encore plus embêtant de fermer des structures de secteur généralistes existantes, comme des CMP, pour financer ce niveau 1B. Et je le précise parce que ça a déjà été le cas, en tout cas sous cette appellation-là. Et c'est vraiment inadmissible. Et puis, en désignant ces structures exclusivement 1B comme guichet unique, ça serait déplacé au moins partiellement quand même le pivot, alors peut-être pas la voûte, mais en tout cas le pivot de la pédopsychiatrie du niveau 2, CMP, CMPP, vers ce niveau 1B, en reléguant les CMP à une fonction d'exécution qui viendrait en partie du niveau 1 bis, en partie du niveau 3, ce qui est aujourd'hui assez insupportable, pas tout le temps, mais pas dans tous les endroits, mais quand même assez souvent, je dirais de recevoir comme ça des prescriptions, des injonctions, déjà des plans de prise en charge tout ficelés. Souvent, c'est des copier-coller, alors que les gamins et les histoires sont quand même très différentes. Voilà, tout ça avec... alors même que voilà, les réalités de terrain sont parfois très éloignées de ces prescriptions qui arrivent vers les niveaux 2. Et puis cantonner les CMP aux seules prises en charge lourdes, longues et complexes, pour officiellement alléger la prise en charge des CMP, ce n'est pas les prises en charge légères qui viennent encombrer les CMP, ce n'est pas cela. C'est ceux qu'on doit avoir plusieurs fois par semaine, et pour lesquels il n'y a pas de solution d'aval, il n'y a pas d'IME, il n'y a pas de... Voilà, les cantonner à uniquement s'occuper de ces situations qui, de toute façon, sont d'emblée complexes. La complexité, ce n'est pas uniquement le niveau 3, elle est déjà là dans le niveau 2. Ça serait finalement réduire l'éventail des missions, des fonctions passionnantes des CMP, des missions assez larges qui justement recouvrent plusieurs niveaux, dont le 1, le 2, le 3. Réduire cet éventail de missions telles qu'elles sont décrites dans le cahier des charges des CMP de la Fédération française de psychiatrie, qui a été élaboré avec la société, avec l'API, avec la CIP, etc. Mission complètement réaliste et honorée quand ces CMP sont suffisamment dotés. On le sait, il y a des exemples et on pourrait... voilà.
Et voilà, elle est cantonnée à s'occuper uniquement au lourd, je dirais, au lourd, au chronique, à ce qui prend du temps. Et ça pourrait majorer quand même et réduire ce côté passionnant. Ça serait majorer un peu finalement l'effet repoussoir ou du moins contre-attractif de cette tension majeure qui est présente dans ces structures de niveau 2. Alors, dans la partie qui concerne ce qui nous semblait manquer ou à approfondir, alors ce qui manque dans la partie 1 notamment, il nous semble que la modification d'expression clinique des troubles et la liste des évolutions qui sont numérotées de 1 à 7 dans le thème 1, il aurait été judicieux de parler des enfants de migrants, des mineurs non accompagnés et des situations de psychotraumatisme concernant la migration, les abus sexuels, le harcèlement, qui sont des sujets d'actualité. Concernant les classifications, il nous semble qu'il aurait été intéressant de citer le rapport du Conseil supérieur de la santé belge qui pointe bien les limites des systèmes de classification. Dans ce rapport, il est notamment dit que le TDAH est surdiagnostiqué et que le méthylphénidate est surprescrit chez des enfants de 6 ans qui sont seulement immatures. Alors, les connaissances du pédopsychiatre en médecine somatique ne nous semblent pas seulement utiles pour les prescriptions, mais aussi pour repérer les maladies somatiques à expression psychiatrique, soigner les enfants porteurs de maladies somatiques avec répercussions psychiques et pour communiquer avec les somaticiens. Il nous semble que c'est particulièrement important pour la pédopsychiatrie de liaison en pédiatrie et aussi dans les établissements médico-sociaux qui accueillent des enfants porteurs de handicaps souvent multiples. Concernant les soignants, vous avez cité certains métiers. Alors c'est compliqué de tous les citer, mais c'est vrai qu'on aurait voulu voir les éducateurs, les assistants sociaux, les secrétaires médicaux, les aides-soignants, les ASH, les maîtresses de maison aussi. Parce que sur le terrain, dans le quotidien des unités de soins, du travail d'équipe, ne pas les inclure, ça serait passer à côté de la dynamique et de la fonction soignante du collectif de soins, de cette synergie quand même pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, qui est quand même très, très spécifique de ce qu'on arrive à faire quand on a les moyens, encore une fois. Pour le niveau 1 des soins, nous avons remarqué que les pédiatres et les PMI n'étaient pas cités et qu'était cité essentiellement l'école. Il nous semblait que le terme de service de santé scolaire serait plus approprié et la nécessité qu'ils soient formés au repérage précoce des troubles psychiques. Ce n'est pas le terme employé dans le rapport, mais il nous semblait que ce terme-là serait plus adéquat. La question de l'aval des soins dans le médico-social, en IME, en CESAD, etc., en ITEP, n'est pas du tout traitée, ainsi que les freins générés par certaines activités du fait du cloisonnement de prise en charge financière entre le médico-social et le sanitaire, et également avec l'ASE. Le manque de PUPH en pédopsychiatrie n'est pas non plus mentionné. Alors, dans les points à approfondir, évidemment, il y a la question du financement qui nous préoccupe beaucoup, puisque l'API est un peu à l'origine d'un projet de proposition de loi. Donc, la question du sous-financement de nos activités est à peine évoquée, même si je sais bien que ce n'était pas le but de ce rapport. Il nous semble qu'il ne peut pas y avoir de système de soins publics fonctionnel sans financement conséquent. Et actuellement, les financements se font au compte-gouttes ou bien sont prévus pour des plateformes de soins en libéral, comme les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation pour les TND, qui sont trop souvent peu coordonnées avec le secteur de soins publics. Si tous les niveaux du système de soins en santé mentale et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent doivent être fortement soutenus, le minimum serait de doubler les moyens. Et c'est l'ambulatoire généraliste public de niveau 2 qui doit être priorisé. Les CMP et les CMPP sont des pivots des soins ambulatoires pour les pathologies les plus complexes et pour les familles les plus précaires, et aussi le lieu des soins les plus longs.
Il nous semble que pour répondre à la mission de soins étendue qui nous est dévolue, ces CMP et ces CMPP doivent être équipés en personnel et en locaux adaptés et accessibles pour proposer des soins au minimum acceptables, décrits dans le rapport comme nécessaires à l'épanouissement professionnel des équipes. Alors, tu as parlé, Bruno, tout à l'heure de l'importance de s'attaquer à la question du système de soins et de voir vraiment les choses de façon systémique. On est complètement d'accord avec ça et on voulait dire quelques mots sur ce que nous, on va appeler la rénovation du secteur et aussi la question de la dynamique des réseaux, en fait. Alors, et là, finalement, je vais dire déjà des choses qui sont des mesures issues du travail, en fait, des copilotes qui ont œuvré à la préparation des assises de la santé de l'enfant, dont Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure, pourrait être proposé déjà de façon très claire, de façon très, très concrète, un travail de lisibilité des soins, de l'organisation des soins, avec l'élaboration d'un schéma d'organisation des soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et en santé mentale à l'échelle des secteurs, donc des bassins de vie, du bassin de vie de l'enfant, et aussi à l'échelle transsectorielle, puisque bien sûr tout ne peut pas se faire dans chaque secteur, hein. Donc il faut pouvoir avoir quelque chose de suffisamment lisible et peut-être qu'un travail pourrait être fait de ce côté-là. Il faudrait pouvoir en finir avec la rigidité, en tout cas les effets pervers de la rigidité de la sectorisation psychiatrique. Elle est importante, elle garantit des choses, mais il faut pouvoir donner priorité à la cohérence et à la continuité des soins, du parcours de soins. Donner priorité à cette cohérence, à cette continuité sur le seul critère géographique de sectorisation qui est trop rigide, en particulier pour les enfants de l'ASE. En termes de dynamique de réseau, je viens de le dire, mais j'aurais envie d'insister sur vraiment cette échelle de bassin de vie. Parce qu'on nous parle de coordination, mais on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Ça peut être une coordination qui est vraiment sur le papier, qui n'a pas de sens sur le terrain. Et l'échelle du bassin de vie de l'enfant reste quelque chose de très précieux pour ce qui est des soins réguliers, voire très réguliers. Bien sûr, il faut pouvoir penser le recours à des échelles plus larges, transsectorielles, etc., quand les soins sont plus spécialisés, sont plus courts, plus brefs, quand il y a une hospitalisation, etc. Aller aussi plus loin, et ça c'est ce qu'on a finalement proposé dans la co-rédaction de cette proposition de loi, aller plus loin finalement dans la dynamique de lien. Il y a la SFEADA a consacré un congrès il y a quelques années, au sortir du Covid, sur la question des liens. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui nous est spécifique et qu'il faut pouvoir cultiver. Et on voudrait aller plus loin dans l'élargissement de cette dynamique de secteur, l'élargir aux autres acteurs. Donc pas élargir géographiquement, mais élargir aux autres acteurs. Créer ce qu'on a appelé finalement une dynamique de secteur élargie, une dynamique de coopération élargie du secteur avec ses partenaires. Et pourquoi pas élaborer une charte par décret, qui sortirait par décret à défaut d'une loi. Un truc tout simple aussi, mais qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est qu'on voit plein de nouvelles structures en santé mentale comme ça sortir de on ne sait où, sans qu'elles soient d'emblée articulées avec l'existant. Donc là, ça va pas. Il faudrait que dans le cahier des charges de toute nouvelle structure en santé mentale, elle puisse être articulée avec ce qui existe déjà, les réseaux existants. La reconnaissance aussi de l'importance des temps de lien. Alors, est-ce qu'il y a trop de réunions, pas assez? Moi, très clairement, dans ma pratique, j'ai fait le calcul. Quand j'ai trop le nez trop dans le guidon, je travaille mal. Et en fait, je travaille suffisamment bien, je vais dire ça comme ça, quand un quart de mon temps clinique est consacré au lien avec mes collègues au sein des structures dans lesquelles je travaille, avec les partenaires. De pouvoir qu'il puisse y avoir une reconnaissance de l'importance de ce temps
lien, de liaison, de réseau, que ça soit d'ailleurs dans le public ou dans le libéral. Et d'ailleurs, on ne l'a pas écrit, mais le libéral est assez peu développé, alors même que, pour le coup, dans la préparation des assises de la santé de l'enfant, c'est une des mesures phares. On demande le doublement de la consultation en libéral, pour se rapprocher du modèle belge qui est quand même très, très pertinent. Voilà, donc pouvoir reconnaître ce quart de temps finalement des cliniciens au lien, ça serait vraiment pouvoir asseoir cette synergie pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, renforcer cette dynamique de réseau, en tout cas sa qualité, et puis plus largement rester, demeurer, continuer à œuvrer pour une forme d'intelligence collective de notre pratique au service du soin psychique et d'une véritable clinique de la rencontre. Alors voilà, pour conclure, moi j'insisterai sur vraiment cette idée d'intelligence collective au service du soin, hein, des plus petits comme des plus grands enfants, sur cette clinique de rencontre initiée par nos aînés, à adapter bien sûr à notre société d'aujourd'hui, mais en nous gardant vraiment de semer des freins que nous regretterions. Ne passons pas d'une rigidité à une autre, mais bien d'une diversité à une autre, à la fois lisible et fortement renforcée en moyens, à la hauteur bien sûr des besoins de tous. Merci de votre attention.